Nous sommes de retour avec nos invités. Leur contradiction rend affriolante un peu le débat et c'est de bonne guerre. On va maintenant parler de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Dramane Ouattara plaide pour la poursuite du processus de réconciliation. Le président, donc, comme je le disais, a profité de la fête ce mardi 20 juillet pour les musulmans pour appeler à poursuivre le processus de réconciliation nationale. Notons que le chef de l'exécutif parle pour la première fois depuis le retour au pays de l'ancien président Laurent Gbagbo qui prend la parole. Non, c'est lui qui doit la prendre aussi. Oui, comme cette sortie du président Ado. Oui, c'est une sortie édifiante. En fait, vous savez, depuis que Gbagbo est rentré au pays, on a dit que c'était le chant de la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Et Ouattara aussi l'a utilisé lors de ses campagnes précédentes pour en faire tout un débat. Et aujourd'hui, chose faite, il l'a fait, il est revenu. Ça veut dire qu'il tient ses promesses de campagne, sont en train d'être tenues. Maintenant, cette sortie a deux niveaux de compréhension. Lesquels? Oui, le premier niveau de compréhension, c'est pour dire au peuple ivoirien que malgré les bévues que nous avons connues par rapport aux échéances passées, aux turpitudes que nous avons connues, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, je vous appelle à une union sacrée, à une réconciliation totale. Et pour l'affirmer, voilà celui-là qui a été à l'origine de toutes les turpitudes qui est rentré. Il faut quand même que les gens servent de ça pour en faire, comment l'appelle-t-on, une toile qu'on peut peut-être voir visiblement. Le deuxième niveau, c'est que depuis que Gbagbo est rentré, et souvenez-vous, quand il est rentré, vous avez vu tout ce pléthore de personnes qui étaient à 100 rencontres et puis tout ce que nous avons connu. Et au sein même du camp de Gbagbo, vous savez qu'actuellement, il y a des torchons qui brûlent entre les grands tenants de ce parti. Donc cette déchirure ou cette mésentente au sein du FPI aujourd'hui est en train de profiter beaucoup au RHDP. Donc, cela voudrait dire que cette sortie qu'il est en train de faire, il amène les deux camps. C'est-à-dire que le RHDP, le FPI, a peut-être se mettre ensemble pour reconstruire la Côte d'Ivoire. Sans oublier le PDC. Sans oublier justement le PDC. Donc, aujourd'hui, il fait le ramassis de toutes ces entités, de tous ces partis politiques pour en faire un, et qui est la Côte d'Ivoire. Donc c'est une bonne sortie, et une bonne sortie qui est d'abord dorée de mots politiques qui, ma foi, vous savez, Ouattara, c'est un animal politique incontesté, et quand il veut te parler, il va tuer de tout, dans tous les sens, et puis bon, voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais Gbagbo, étant un homme, un animal politique aussi rusé, qui ne se lâche pas, il doit revoir son milieu politique pour refaire, parce que aujourd'hui, la seule personne qui peut aller contre le RHDP, je crois que c'est le FPI, mais qui n'a pas encore trouvé sa sérénité ou sa marque au niveau national. Cette sortie du chef de l'exécutif n'est pas aussi différente de la sortie de deux anciens présidents, Bédié et puis Gbagbo, qui sont rencontrés récemment à Daoukro. Adam. C'est pas la même chose. Vous savez, d'abord, moi je pense que Alassane Ouattara a choisi le bon moment pour appeler les Ivoiriens toujours contenus sur cette lancée de recherche de la paix. Pour la simple et bonne raison que les intentions que l'on a eues par le passé, faisant donc de la venue de Gbagbo un pilier de renforcement de cette cohésion nationale-là. Je pense que lorsque vous prenez partout ailleurs cette fête de Tabaski, c'est la fête d'abord de la paix. Et moi, je salue le fait que partout ailleurs, vous prenez que ce soit entre les religions. Et hier, d'ailleurs, même pour faire un petit parallèle, j'étais surpris. Moi, je suis allé, par exemple, pour donner un exemple, sur le terrain d'Adido Gomé, où se déroulait cette fête-là, il y a eu un invité surprise. Un invité qui était donc venu, qui était un prophète. Le prophète Cephas Antonio qui était venu, avec bien sûr un bélier et des sacs de riz, pour réellement montrer cette cohabitation entre les religions et la recherche de la paix.
Voilà ce qu'il a dit dans cette démarche. On l'y attendait le moins. Ça veut dire que chaque acteur essaie par cette fête-là de pouvoir exprimer une fois de bon encore cette solidarité entre les fils et filles, cette cohabitation religieuse qui ne doit pas nous diviser. Mais au même moment, lorsque vous prenez Alassane Ouattara et Gbagbo, depuis là, moi je pense que Gbagbo a fait tristement un retour, d'ailleurs même tristement une victoire judiciaire qu'on lui attendait. D'abord, vous prenez d'abord dans son propre camp. Et Gbagbo est tellement ancré viscéralement dans la division. La preuve est qu'Afin Guessan, depuis lors qu'il est rentré, et on l'a dit d'ailleurs, il a fallu quand même des alternatives pour qu'il puisse donc rencontrer Gbagbo à Paris. Ça cause problème. Ça voudrait dire d'abord dans son propre camp, il est venu, il ne prône pas ni cette cohabitation entre eux, il ne prône pas ni la paix. La preuve est qu'il est revenu, non seulement avec Afin Guessan, mais avec sa propre femme. Il est encore arrivé à des divisions. Cette division avec Afin Guessan, les gens pensent que ça avantage le RHDP. Ça peut, même moi, je ne suis pas dans cette logique-là pour la simple. D'abord, si lui-même, c'est son départ qui a causé ce problème-là, puisque lui se disait, on ne peut pas laisser le terrain libre. Il faudrait naturellement qu'on participe, donc les participationnistes et ceux qui étaient contre, ce qui a amené donc la division. Arrivé, je pense que la simple et bonne raison, c'est d'amener les acteurs à pouvoir donc se rassembler ta propre famille politique, ce qu'il n'a pas fait. Ça voudrait dire quand même qu'il est dans une logique de diviser les Ivoiriens. La preuve que depuis qu'il est venu, il n'y a pas eu un seul mot. Donc à l'encontre d'Alassane Ouattara, ce que je juge, mauvais, très mauvais de sa part. Et le président Alassane Ouattara non plus ne l'a pas fait, Adam. Non, bon, de toutes les façons, c'est lui qui a permis, c'est lui qui dit le pays. C'est lui qui a permis à ce qu'on puisse donc arriver à ces éléments pour qu'ils donc puissent revenir. Parce que n'oubliez pas, on ne va pas dire que voilà, c'est une victoire judiciaire au niveau de la CP. Mais n'oubliez pas qu'il y avait aussi une condamnation interne. Si Alassane Ouattara était donc dans une position de pouvoir donc épingler Alassane Ouattara, il ne rentrerait jamais au pays. Donc s'il a fait, qu'il a posé déjà un pas. C'est à vous qu'on a gracié, donc à arriver. Et chez nous, on dit, la tête ne se baisse jamais pour les pieds. Il faudrait naturellement, toi qu'on a gracié, c'est toi qui fais le premier pas. En son encore, ce qui n'a pas été fait. Donc je pense que Laurent Gbagbo est dans une position de division. C'est pourquoi Alassane Ouattara dit qu'il invite les acteurs politiques à continuer sur la lancée de la paix recherchée par le parti. Ça voudrait dire qu'il est en train de légitimer la formule. Par le passé, les nouveaux acteurs ne contribueront pas à pouvoir rassembler les Ivoiriens. Firmin Tekou Agbo, bizarrement, cette sortie du président est aux antipodes de la sortie de deux de ses cadres, Adama Bitogo, directeur exécutif du RHDP, et Touré Mamadou, le chargé, ou bien le porte-parole adjoint du gouvernement ivoirien, qui avaient taclé également les sorties de deux anciens présidents, Bédié et Gbagbo. Tout d'abord, eux, ils sont dans une posture, ceux-là que vous venez de citer, Adama Bintogo et son ami, ils sont dans une posture beaucoup plus partisane. Or, Ouattara est dans une posture républicaine. Vous savez, il y a une parole qui dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Mais je pense que quand Gbagbo était en prison, il ne s'est pas laissé transformer par la prison. En réalité, la prison devait lui permettre d'apprendre la paix, la réconciliation et voir comment le monde nouveau était en train d'évoluer. Mais Gbagbo n'a rien appris de cela. Maintenant, par contre, Ouattara, je suis de ceux qui critiquent avec véhémence Ouattara, surtout sa méthode. Mais depuis un moment, je suis tombé d'admiration pour lui. Première chose, il a permis à ce que Gbagbo rentre dans son pays. La deuxième chose, il se montre juste dans une posture de réconciliation et appelle tous les Ivoiriens à se réconcilier. Mais c'est-à-dire, il est en train d'humilier Gbagbo. Il humilie complètement Gbagbo. Il humilie complètement Gbagbo. Alors que Gbagbo pouvait profiter de l'occasion. Gbagbo qui rentre même dans sa famille, dans sa vie intime, c'est divisé. C'est-à-dire, sa femme Simon ne va pas l'accueillir à l'aéroport. Où est-ce qu'il a une fois vu ça? C'est-à-dire, avant que Mandela... Quelle que soit l'individu. Quel que soit l'individu. Avant que Mandela ne sorte de prison, il y avait des difficultés entre Winnie et Mandela Nelson. Les deux ne s'entendaient plus. Mais pour les caméras, pour l'histoire, il a compris ça, il a dit non, c'est toi qui viens me faire sortir. C'est ça les grands hommes. C'est ça les grands hommes. Gbagbo qui sort, maintenant dans sa famille intime divisée, il se fait accompagner par sa jeune compagne, ce qui est même d'abord moralement. Et qui ne donne même pas un bon exemple. Ça ne donne même pas un bon exemple. À la jeunesse, ça ne donne même pas un bon exemple. Et maintenant, tu reviens. C'est-à-dire, tu ne dis même pas, tu ne prends pas la parole pour dire merci à Alassane Ouattara. Parce que quoi qu'on puisse dire, c'est Ouattara qui lui a permis de rentrer. Et maintenant, ça il dit que c'est Ouattara qui lui a permis également d'aller à la CPI. Non, c'est une situation politique. Regardez, maintenant, l'autre chose. Maintenant, après, il disait qu'il devait réfléchir, il devait mûrir. Maintenant, l'autre chose, il y a aussi sa femme Simone qui l'humilie, qui dit un grand merci à Ouattara. Voilà. Gbagbo ne tire aucun profit. Donc, vous savez, la libération de Gbagbo ne profite en rien la Côte d'Ivoire. Gbagbo est en train de détruire l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. Il prend même des positions pour les diviser davantage. Il prend les positions pour les diviser davantage. Aujourd'hui, il est rancunier. Oui, ça veut dire qu'il est rancunier. Le problème, une seconde. On va pas...
Gbagbo, c'est un grand rancunier. Il est en train de le démontrer. Ouais. Aujourd'hui, c'est un ancien chef de l'État. Il rentre aujourd'hui dans une posture républicaine. C'est ça la première chose. Il ne veut pas rentrer comme un partisan. Il vient dans son propre camp, il n'arrive pas à trouver de solution et il affronte, il cherche à affronter Alassane Ouattara. Ce n'est pas possible. Oh, Ouattara est tellement sage. Vous savez, je critique beaucoup Ouattara, mais dans ces derniers mois, il devient beaucoup plus sage. Non. Et il gagne beaucoup plus en popularité. Vous savez, donc je vais réagir un peu. Nous, on attendait. Moi, j'ai écouté un homme politique, un politologue, se prononcer par rapport au retour de Gbagbo. À l'époque, j'étais un peu vraiment. Les gens attendaient de Gbagbo quoi? Aujourd'hui, c'est vrai que Gbagbo ne veut pas lasser de l'aise. Pourquoi? En principe, un homme politique, pour rentrer dans l'histoire, un homme politique, pour rentrer dans l'histoire, ne devait pas encore revenir sur le champ politique. Après la prison, devait faire le transfert. Je viens. C'est-à-dire qu'il devait faire le transfert de pouvoir. Aujourd'hui, au sein du FPI, il vient d'abord pour unifier. Non, Adam, s'il te plaît. Je viens. Non, c'est votre avis. Ça, c'est mon avis. C'est mon avis à moi. Peut-être certains seront d'accord avec moi, comme également, non comme vous. Oui, c'est le débat. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Il devait prendre sa retraite politique. Réconcilier d'abord les Ivoiriens, faire oublier le passé, parce que ce qui est important, parce qu'il faut faire oublier le passé. En faisant oublier le passé, parce que si Ouattara, avec Gbagbo aujourd'hui, dit que, bon, malgré que j'ai fait la prison, il faut que ça là, il faut oublier tout, revenons sur le passé, ne revenons pas sur le passé, pensons construire le présent pour envisager l'avenir. Je crois que les choses serait mieux. Aujourd'hui, au sein de son propre camp, vous avez la division qui est en train de s'établir, profite à qui? Au RHDP. Donc c'est pourquoi nous disons que du moment où il savait qu'il y avait ces clivages, il aurait pu penser à une alternative, soit faire un transfert de pouvoir et réconcilier, assainir la classe, son parti, et transférer le pouvoir à ceux qui sont là. Aujourd'hui, le problème n'existerait pas. Son problème au niveau de la famille intime aujourd'hui est un vrai débat. Puisque vous savez que sa femme, Simone Gbagbo, c'est une femme influente. Elle peut en faire quelque chose. Elle est cofondatrice du parti. Elle est cofondatrice de choses. Voilà. Donc ça fait que... Ce qui aurait été convenable, c'est que Gbagbo, une fois rentré, s'associe à Bédié et demande une audience à Ouattara. Ça aurait été trop cool pour la jeunesse. Moi, je ne vois pas ça important. Ils ont déjà été chefs d'État. Donc, ils vont s'asseoir pour penser à comment réconcilier. Ils se sont rencontrés. Peut-être qu'ils la Côte d'Ivoire et maintenant comment engager le pays sur la voie de la réconciliation et comment transmettre le pouvoir aux plus jeunes. Gbagbo n'a pas fait ça. Gbagbo est en train de détruire. Gbagbo, il commet tellement d'erreurs. Allez, on passe au Togo. Et cette sortie également, nous avions déjà vu des sorties. La sortie de la dynamique, j'allais dire, Monseigneur Poduro, qui pense que la CNAP, la CNAP, comme on l'appelle souvent, la concertation nationale entre acteurs politiques, a été tout simplement une banqueroute, un échec. Adam Adjramou, vous pensez, parce que j'ai eu la chance d'avoir des chefs de partis politiques, Nouvelle Vision, Unir et autres, qui pensent que ça a été une réussite pour la dynamique. Monseigneur Poduro, c'est un échec. Oui, la dynamique est dans son rôle. Et je pense que ce n'est pas une surprise pour ceux qui connaissent la vie politique togolaise. Et d'ailleurs, même leur positionnement à l'entame de ce dialogue-là était clair. Donc, ils s'y attendaient à ce que ce dialogue-là n'accouche de rien, puisque en tout cas, la défection des autres partis politiques que nous avions eu lors de ce cadre de concertation-là, lui était pratiquement favorable. Il estimait que, voilà, donc ce qu'il a prédit par le passé commençait par arriver. Or, je pense que c'est un dialogue. Ça a été pratiquement une réussite. Une réussite pour la simple et bonne raison qu'on était dans un environnement assez morose, lié donc à cette crise-là, où, compte tenu des restrictions que nous avons connues, il y avait des difficultés à ce que les partis politiques puissent s'exprimer sur un certain nombre de sujets donnés. Et puis, le regard était pratiquement orienté sur cette crise sanitaire-là qui interpellait aussi bien le gouvernement que l'opposition. Nous avons vu les acteurs politiques s'impliquer dans la résolution de cette crise-là. Et ce qui a été important, pour la simple et bonne raison que nous avons le droit de pouvoir d'abord être en bonne santé pour faire de la politique. Donc, personne ne pouvait donc pas occulter cette démarche des acteurs politiques. Mais au même moment, il était donc arrivé à un moment où le gouvernement ne peut pas s'appesantir éternellement
sur disons, cet environnement sanitaire qui en son temps avait retenu les regards, mais étant donné que le Togo, bon, plus que certains pays, mais moins que d'autres, a pris des dispositions pour recadrer donc l'environnement, même si aujourd'hui on sait donc qu'il y a eu des rebonds. Donc, arrivé à un moment donné, il faut clore ce processus de décentralisation enclenché depuis un moment et qui avait aussi sollicité l'appui et l'apport de certaines puissances occidentales qui attendaient à ce qu'on puisse organiser ces régionales-là pour donc clore ce cycle-là. Mais au même moment, c'est vrai qu'à l'entame de ce cas de concertation, il y avait eu un chemin qui était dit, voilà, il faudrait réellement que nous prenions ce cadre-là pour organiser un peu les futures élections, pour éviter à ce que nous allons donc de contestation entre contestation. Mais les acteurs politiques ont estimé, surtout la classe politique de l'opposition, a estimé qu'il y avait donc des sujets pendant auxquels on peut également aussi discuter. C'est en ce sens qu'on a ouvert donc ce cas de concertation à d'autres sujets, comme je le disais tantôt, parce qu'il y avait donc cette crise sanitaire qui n'ont pas permis de pouvoir s'exprimer sur un certain nombre de positionnements. Et moi, je pense que la DMK, normalement, devait avoir tort ou regretter la non-participation, puisqu'il évoquait certaines questions, même si on estimait que l'issue de ces questions-là ne donnerait pas rien. De toutes les façons, on n'a pas occulté à ce que certaines questions du débat politique puissent donc être discutées. Donc, il avait la latitude de pouvoir donc les poser, voir réellement le positionnement de chaque parti politique et voir les conclusions qu'on peut donc en tirer. Peut-être il tirerait même un certain nombre de choses. Donc, je pense que c'est à défaut de pouvoir reconnaître des échecs communs lors de cette non-participation et ce qui a été donc prédit pour que ce dialogue-là soit donc un échec n'a pas eu lieu. Donc, je pense que ce sont ces déboires-là qui essaient donc de capitalité, de faire donc une sommation pour prédire à ce que ce dialogue-là n'a pas été un succès. Mais tous les Togolais savent que c'est un succès, même si certains ont des appréciations diverses sur un certain nombre de sujets qu'ils auraient pu mettre. Mais quand on va à un dialogue, il faut s'attendre à perdre, mais aussi à gagner certains éléments. Au même moment, comme on a vu la position du CAR, on a également vu la position de l'ANC entre griffes de partie de l'opposition, il faut le préciser. C'est sorti de la dynamique, Monseigneur Baudio. Oui, vous savez, une déclaration contraire à celle de la DMK aurait étonné les Togolais. Aujourd'hui, personne n'attendait que la DMK puisse dire que ce cadre-là a été un succès. Ça, personne ne l'attendait. Donc, les gens auraient peut-être dit que le Togo est tombé du ciel. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, comme l'a dit le confrère, il y a une amorce. C'est-à-dire qu'il y a un début de quelque chose. Vous savez que les différents problèmes que le Togo a connus, ou nous avons connus par rapport à l'organisation, les différents problèmes que nous avons connus ici, c'est lié aux élections. Donc, juste après les élections présidentielles, je crois qu'ils sont déroulées récemment, et il a été toute une vague de contestation de la part de ce regroupement de partis politiques de la DMK qui aujourd'hui nous parle encore des reliquats des préalables liés à ces élections-là. Aujourd'hui, pour éviter tous ces petits problèmes, on a jugé, le gouvernement a jugé bon qu'on réunisse les acteurs politiques qui ont participé aux 3 dernières élections, de discuter essentiellement que élections. Comprenez bien, c'est aussi ça que les gens n'ont pas compris. En prenant ce cadre, le ressemblait peut-être à combien de vingtaines de dialogues qui ont eu l'échec. Je m'inscris en faux contre cette façon de penser. Aujourd'hui, ce cadre qui a été initié, c'est un cadre justement restreint, appelant les partis politiques ayant participé au moins aux 3 dernières élections d'y participer parce qu'il y a les régionales qui attendent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que demain, on n'écrit plus encore à ces genres de situations? Venez, mettons tout dans un ensemble et grenons pour voir qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on peut laisser pour que demain, après les régionales, qu'on ne vienne pas encore se végéter dans cette habitude. C'est ce qui a été fait. D'aucuns ont pensé que non, il y a déjà des préalables qui sont établis. Si vous ne faites pas si vous ne videz pas le contentieux, qu'il y a encore le contentieux électoral qui existe, que personne ne connaît. Les élections, c'est-à-dire que les choses... Le débat, l'élection présidentielle du 22 février 2020 est clos depuis. Donc il faut revenir, puisque aujourd'hui personne ne viendrait chasser Faure Gnassingbé du pouvoir pour prendre le pouvoir parce qu'il a été programmé par la Cour constitutionnelle. Nous n'allons pas revenir sur le sujet. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les acteurs politiques qui ont été invités à ce dialogue devaient y aller.
Maintenant, vous posez vos préalables, vous envoyez vos préoccupations, on prendra compte. Puisque d'ailleurs, au niveau de ce cadre-là, on dit que ce n'est pas eux qui peaufinent tout. Après avoir discuté, on reverse maintenant les propositions à l'Assemblée nationale. C'est eux qui vont discuter, au gouvernement. C'est eux qui vont amener à l'Assemblée pour vote. Donc, je crois que ceux qui aujourd'hui pensaient que c'est un chemin sans eux, ça ne pourra pas passer, sont en train de donner des regrets. Parce que tout ce qui a été fait là-bas, que ce soit une, deux personnes, dans tous les cas, la vie a été lancée. C'est une question de moralité, c'est une question de patriotisme, c'est une question d'engagement politique. Et si quand vous engagez sur un plan politique, vous avez le devoir de ne pas penser simplement à votre champ politique, à votre intérêt politique, mais penser, puisque vous prévoyez ou pensez gouverner un jour, pensez à l'intérêt national. C'est justement pour ne pas permettre à ce que ces différends existent encore demain, qu'on a initié ce cadre. Mais ceux qui sortent sont en dehors du cadre pour dire que non, que c'est... D'ailleurs, même la DMK, j'estime qu'elle n'est pas... Ce regroupement n'a pas participé à ce cadre. Maintenant, en quoi elle peut apprécier... Oui, en quoi elle peut apprécier ce qui a été fait dans un cadre que tu n'as pas participé. Donc, je suis d'accord qu'ils peuvent donner leur position, mais dans l'ensemble, pour conclure, dans l'ensemble, je crois que ça a été quand même un début de quelque chose, même si il y a quand même des petits grains à affirmer. Aujourd'hui, c'est important de remarquer qu'il y a deux positions. Le cadre, comme je l'ai dit, l'ANC et la dynamique, Monseigneur Podio maintenant parle d'échec. Et puis d'autres partis, d'autres partis politiques, j'allais dire, parlent également que c'est une réussite, oui, de l'opposition et du parti au pouvoir. Non, écoutez, quand on parle de la dynamique Podjoro, quand on parle de l'ANC, quand on parle du cas, ils sont en train de faire de la politique. Donc vous ne pouvez pas font aussi de la politique. Oui, vous ne pouvez pas le leur refuser, parce que quand je dis politique, ils savent que ce qu'ils disent là est vraiment faux. Et n'est pas vrai quand ils disent ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent reprocher aujourd'hui à la dynamique? On ne va pas à la dynamique pour asseoir une transition. On ne va pas à la Sénat pour asseoir une transition dans le pays. Donc quand on va à la Sénat, c'est pour réfléchir un peu sur les questions d'actualité, comment va le pays, les questions sociales, les questions liées aux élections. Mais est-ce que ces questions n'ont pas été discutées? Si les questions ont été discutées, il n'y a pas de problème. Quel résultat voudrait-il avoir? Quel résultat? Quand l'ANC parle d'élections transparentes dans les élections, tout ça, on est fatigué de ces problèmes-là. On se dit, c'est le régime même qui fait tout ça, qui laisse cette brèche-là. Parce qu'après plus de 30 ans, après diverses élections organisées dans le pays, il faut qu'on quitte cette étape du CENI, constitutionnel, là, il faut qu'on quitte cette étape. Ce sont des institutions... Non, oui, la proposition est simple. On sait qui doit composer la CENI. On sait qui doit composer la Cour constitutionnelle. Si ces institutions sont bien... C'est dans le code électoral. Dans le code électoral, si ces institutions sont bien installées, régulièrement installées, il n'y a plus à tergiverser sur ça, sur leur composition, tout ça. Au jour J ou au moment venu, on dit tel parti, envoyez vos représentants, tel autre, envoyez vos représentants, administration, envoyez vos représentants, et puis c'est fini, on passe à autre chose. On ne va pas perdre de l'argent alors pour encore organiser des rencontres, soit dialogue, soit concertation, pour des questions qui nous retardent. Pour le moment, on n'a plus besoin de ça. La deuxième chose que je voudrais faire observer, eux tous, ils ne parlent pas, quand vous voyez les acteurs, surtout ceux-là qui désignent la Sénat, ils ne parlent pas de questions liées au développement. Ils ne parlent pas de questions liées véritablement à la vie chère. Ils ne parlent pas de comment les Togolais vivent. Moi, c'est ça qui est d'élection. C'est dans le cadre. C'est le cadre politique, c'est un cadre politique. Oui, je sais. C'est-à-dire, quand ils vont faire les régionales, bien sûr, d'aucuns diront que ça profitera ou ça amènera à stabiliser davantage le pays. Mais au fond, qu'est-ce que le citoyen gagne, le citoyen lambda gagne? C'est ça ce que moi je dis. Oui, la stabilité, c'est oui, c'est bien, c'est plus cher. Vous savez, en Turquie aussi, on est stable, mais il y a des gens qui désignent régulièrement le pouvoir Erdogan. Vous imaginez? Je voudrais pas. Moi, ce que je voudrais, c'est que pendant longtemps, on organise des élections. Mais qu'est-ce qu'on y gagne? Vous imaginez, on va dépenser encore des milliards pour organiser ces élections. Qu'est-ce qu'on va y gagner? L'instabilité. Donc moi, je voudrais que, pour ces genres de dialogue, que les questions sociales soient au menu des discussions. Oui, que des questions liées au développement, que les questions liées au développement... Peut-être qu'il y aura d'autres dialogues. Que des questions liées à l'économie, au transport,
à la communication, à la télécommunication, soit au menu des discussions. Ah, sans doute le début, hein, parce que c'est... Parce que vous imaginez, à cela, on ne va pas avoir... Moi, ce qu'on me reproche, c'est toujours aux dirigeants de partis politiques, c'est que nous avons des dirigeants beaucoup plus paresseux. Parce que quand vous les interviewez, vous les avez sur vos plateaux et vous leur demandez de présenter leur programme de société de façon chiffrée, avec des objectifs chiffrés, mais ils seraient incapables de le faire. Donc, si le jour où on arriverait à avoir ce cadre-là de discussion, je pense qu'on va commencer par avoir des dirigeants de partis politiques beaucoup plus sérieux, beaucoup plus intelligents politiquement et capables de proposer et de montrer qu'ils peuvent devenir une alternative crédible, capable de diriger le pays. Quel sera l'impact de cette sortie de la DMK sur la vie politique? Rien du tout. C'est une figuration, une simple figuration, cette sortie-là. Ça n'a rien à voir. Tout simplement parce que, je l'ai dit tantôt, c'est une reconversion en réalité de son échec, son appréhension sur l'issue de ce dialogue-là, qu'il essaie donc de reconvertir en échec de ce SNAP-là. Et tout le monde sait que le SNAP n'a pas été donc un échec comme tant donc de pouvoir l'exprimer la DMK. Mais ce qu'il faut dire fondamentalement, je pense qu'il lui appartient, et ça nous sommes dans la vie politique, dire que la DMK n'a pas ou ne saurait peut-être porter un jugement sur ce qui s'est passé, disons, au niveau du Sénat. C'est quand même, faut faire fausse route pour la simple et bonne raison qu'il demeure un acteur politique. À ce qu'il s'agit qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a ni retiré le récipité de création de ces partis politiques-là qui composent la DMK. Donc, de toutes les façons, on a intérêt à pouvoir dans les écoles. Mais au même moment, je me dis, cette décentralisation, la chute de cette décentralisation profite naturellement aux Togolais pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, j'en discutais avec un ami. On n'a plus seulement un cas. Entre-temps, lorsque vous prenez, il a fallu, lorsqu'on veut visiter les centres de baccalauréat, etc., il faudrait naturellement que le ministre fasse. Or, le ministre n'est pas appelé à pouvoir rester. En tant qu'autorité, on a aujourd'hui ces maires-là qui sont dans les tréfonds, qui font aussi cela. Et nous prenons, entre-temps, on parlait de la route Adidé-Gomé, Ségué qui est défectueuse. Aujourd'hui, vous allez voir, les orientations ne sont plus destinées uniquement au chef de l'État ou au ministre du Transport. On dit, qu'est-ce que fait le maire? C'est déjà un gain. Et je pense que si les maires doivent répondre en tout tel là, nous gagnons tous. Oui, 2 minutes. Oui, le transfert de pouvoir. Le transfert de pouvoir, c'est-à-dire aujourd'hui, le pouvoir est décentralisé. C'est-à-dire que c'est les autorités locales. Je veux bien parler de la décentralisation. Aujourd'hui, chaque localité veut son développement. Et donc, avec les ressources humaines de cette localité, je crois que l'administration, l'État, avec cette décentralisation, a beaucoup de bénéfices. Il y a même des partenaires qui veulent accompagner le Togo dans ce sens-là. C'est justement pourquoi il faut qu'on aille terminer le niveau de décentralisation. Parce que nous avons 2 niveaux de décentralisation. Nous avons évoqué le premier niveau, qui sont les municipaux. Maintenant, le deuxième niveau, c'est les régionales. Donc, il faut forcément qu'on organise ces régionales-là pour rentrer dans une décentralisation totale. Donc, c'est pourquoi, après les locales, il faut les régionales. Maintenant, pour que ces législatives ces régionales ne puissent pas quand même nous créer de soucis de déstabilisation. Il va falloir que les acteurs politiques s'entendent sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de se mettre d'accord sur le fichier. Enfin, le fichier, il existe déjà. Sur ce dont ils ont déjà discuté de l'ARA et qu'on puisse mettre ça sur la place publique et discuter. Je crois que les acteurs politiques auront à gagner avec même leurs militants et tout. Parce que le boycott, on va toujours faire le surplace. Moi, je dis, c'est comme à chaque 2 ans, on organise des élections dans le pays et ça fait perdre des milliards. Moi, je dis, si on peut arriver au niveau où, à ce stade, où on organisera toutes les élections, on en fera des élections générales le même jour, je pense que le pays en gagnerait beaucoup. Vous imaginez, en 2025, on aura les élections, on aura l'élection présidentielle, on aura en 2026, en 2025 aussi, on aura les locales. Si on peut organiser ça en une seule journée, moi, je pense que le pays en gagnera beaucoup. Non, ça ne permet pas, en fait, ce format-là. Ce qui arrive, c'est qu'on voit les pratiques politiques et lorsqu'on nous dit d'organiser les élections en un rien de temps, cela aussi, cela pose une formule politique. Et ce n'est pas bon pour la vie politique du pays. Non seulement ça, même si tu regardes le côté on peut faire abstraction d'un certain nombre de choses pour que le pays puisse gagner. Parce que nous sommes un État jeune. C'est maintenant que nous sommes en train de nous chercher. Nous sommes en train de... 60 ans, on n'est plus jeune. Est-ce que ça jeune comme... 60 ans, ça veut dire on n'est plus jeune, vous imaginez. On a des différences, certes, sur le plan organisationnel, pratique, mais on n'a pas évolué. Dans ces 60 ans, on n'a pas beaucoup évolué parce que ces dernières années, des élections nous ont perdu assez de milliards. Ces milliards devaient être consacrés à la santé, à l'éducation et à bien d'autres choses. Merci beaucoup à vous, Firmete Kouagbo, chroniqueur politique. Merci également à Komi Mayaba, directeur de publication de Le Soborna
et Adam Adjronou. On est toujours ensemble, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci également pour votre attention particulière. On se retrouve demain toujours avec le même plaisir. Très bonne suite de nos programmes.